Donc Maude, c'est pareil, elle est très connue ici, mais je fais quand même l'exercice. Je te laisse installer ton PowerPoint. Maude Pérez-Simon est maître de conférences en littérature médiévale à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et elle est en train d'écrire son habilitation sur le thème de la littérature et des plafonds peints. Donc c'est aussi, c'est la RCPPM, je pense, qui lui a donné cette idée. Pour écrire son habilitation, en particulier, elle a obtenu d'être membre junior de l'IUF, donc l'Institut universitaire de France. Donc il lui donne beaucoup d'argent pour faire ses recherches, faire ses voyages, et d'ailleurs, je crois aussi aider certains projets de la RCPPM, n'est-ce pas? Oui, voilà. Et le film d'hier, voilà, généreusement financé par l'Institut universitaire de France par l'intermédiaire de Maude. Et donc elle travaille globalement sur le lien entre les textes et les images. Elle a fait récemment donc, un voyage en Italie où elle a vu une quarantaine, c'est ça, si j'ai bien retenu, de plafonds peints. Et donc elle va nous présenter une partie de ses découvertes, peut-être pas les 40, mais en tout cas une partie des découvertes qu'elle a faites lors de ce voyage en Italie. Si le PowerPoint veut bien démarrer. Non ? J'hésite à... Non ? Oui. Je l'ai fait, mais ça fait délaler un peu. Alors c'est un PowerPoint qui est plein d'images magnifiques de très haute qualité. Et donc c'est pour ça qu'il démarre lentement. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous. Je suis contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui mes découvertes. Donc effectivement, dans le cadre de mon projet, j'ai décidé d'aller en Italie pour essayer d'étoffer un petit peu mon corpus sur littérature et plafond peint. Et j'ai donc fait 2 trajets. L'un qui se compose, voilà, vous voyez, d'un départ en Suisse et qui se termine près de Turin, au nord de Turin. La deuxième partie de ce voyage repart de Turin. Je suis partie en Lombardie et je suis revenue dans le Piémont. Donc ça, c'était un voyage de 15 jours. Et j'ai fait un deuxième voyage de 15 jours où je suis partie de Venise. Puis je suis allée à Udine et ensuite j'ai plus ou moins traversé le nord de l'Italie pour finir encore une fois à Turin. Donc voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Voilà les villes dans lesquelles je me suis arrêtée. Et il y a le truc en haut. Oui, mais il y a ça qui reste en haut, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai visité plus d'une quarantaine, non pas de plafonds, mais de maisons. J'ai visité 47 maisons et palais, sachant que dans certaines maisons, il peut y avoir 2, 3, 4 plafonds, voire dans l'un des palais que j'ai visité, 14 plafonds peints. Donc ça fait beaucoup de plafonds. J'ai hésité à vous les présenter un par un, et puis je me suis dit que vous m'en voudriez peut-être. Donc j'ai essayé de faire un petit peu des thèmes transversaux. Évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous présenter. On pourra en parler après si vous avez des questions, des choses dont vous voudriez que je parle davantage. Ce sera vraiment un aperçu, un parcours relativement rapide. Alors je commence par remercier tous les collègues en Italie qui ont très très généreusement partagé leur corpus et leurs contacts, parce que moi j'arrive de France. C'est vrai que la Sorbonne est un bon mot de passe pour se faire ouvrir la porte, mais ça n'est absolument pas suffisant. Et sans tous ces collègues, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Et également donc, tous les propriétaires, les syndicats d'initiative qui ont été de formidables relais. Un tout petit mot pour mon assistant personnel qui avait 9 et 10 ans et qui a fait les plans des plafonds, parce que c'est très difficile quand on arrive chez quelqu'un, on ne peut pas rester très longtemps, les gens nous accueillent, parfois ils nous accueillent avec des gâteaux, c'est très gentil, mais c'est difficile de prendre en photo, faire une espèce de campagne photographique un petit peu rationnelle, faire la conversation pour être poli, parce que ce sont des gens charmants, expliquer notre travail, expliquer notre mission et faire le plan des plafonds. Donc heureusement j'ai eu de l'aide.
Alors, nous avons commencé, quand je dis nous, c'est parce que la première partie du premier voyage a été faite en compagnie de Monique. Et le prétexte à partir en février dernier, à un moment où c'était encore difficile de partir à cause du Covid, était une exposition qui avait lieu à Bellinzona, organisée par notre collègue Vera Segré. Donc, son nom est coupé par la diapo, malheureusement, par la mise en page de la diapositive. Donc Vera qui a eu l'opportunité de présenter le plafond du château de Bellinzona sous un format particulièrement interactif. Et c'était cela qui nous avait attirés dans un premier temps, au nom de la RCPPM, pour voir si c'était des formats qui nous plaisaient, qui nous intéressaient, qu'on était susceptible de présenter dans le cadre de projets européens, par exemple. Donc vous voyez, c'est un plafond qui a été entièrement démonté, le palais a été détruit. Mais on sait, il a été détruit dans les années 70, et on a fait une cartographie des endroits où se trouvaient les closoirs. Donc on peut restituer très exactement le plafond en format 3D, et c'est ce que je fais donc avec les lunettes 3D. Je suis en train de regarder le plafond. On pouvait se déplacer, s'approcher des closoirs, voir des liens thématiques. Donc également des écrans tactiles immenses. Ils avaient présenté une salle qui n'avait absolument aucune vocation archéologique, puisque vous voyez qu'avec ces différentes portes, ces miroirs et ces closoirs suspendus dans des reproductions plus grandes que nature, voilà, ça ne reconstitue absolument pas le palais, mais c'était une très belle salle. On a beaucoup aimé traverser cette petite salle, et finalement, pourquoi pas se réapproprier ce qui existe et en faire des formes nouvelles. Il n'empêche qu'on pouvait quand même voir les closoirs qui étaient exposés dans des vitrines, ce qui nous a permis de voir quelques détails somptueux. Je précise que c'est un plafond pour lequel c'est du papier collé. Vous voyez un petit peu les plis sur le personnage de droite. C'est des papiers collés sur des closoirs. Et au-dessus de nous, vous voyez au-dessus de la tête de mon fils, il y a des grands panneaux en verre imprimés en noir, et parce qu'ils faisaient des comparaisons entre les closoirs et des gravures du 15e, 16e siècle qui représentaient des motifs similaires. Donc une exposition qui avait plusieurs formats et qui a été voilà, intéressante et un objet de réflexion pour nous. Et ensuite, donc je suis partie en Italie. Alors, on a trouvé des plafonds dans des lieux inattendus. En haut à gauche, c'est un plafond du XVe siècle qu'on a trouvé au-dessus d'une cabine de douche. À droite, dans une pizzeria. En bas à gauche, c'est dans une cage d'ascenseur. Et en bas à droite, vous voyez en tout petit au-dessus, c'est dans un magasin de sport. Donc il a vraiment fallu voilà, essayer de trouver les différents endroits, se faufiler pour faire toutes ces découvertes. Grande diversité stylistique également. Là, évidemment, j'ai mis que quelques exemples, mais vous voyez, ne serait-ce que les deux portraits sur la colonne de gauche, où vous montre l'étendue de la diversité stylistique que l'on peut rencontrer. Les animaux, vous voyez un animal, on va dire réaliste, le pan, même s'il est un petit peu... on va dire que l'exécution est rapide, avec en dessous, je pense, à un prototype de dinosaure, ce qui est une preuve que les dinosaures existaient au XVe siècle, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et au milieu de la colonne de droite, un symbole qui serait le symbole d'une famille qui ressemble à une ceinture brisée en plusieurs morceaux qu'on n'a pas encore réussi à interpréter. Alors, donc, pour faire des thématiques transversales, la première thématique à laquelle j'ai pensé, c'était quand même de vous montrer les deux plafonds les plus anciens que j'ai pu voir, parce que en tant qu'historien, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Donc vous avez ce plafond de la Casa Roero à Asti, qui date du XIVe siècle. Alors, le changement d'ordinateur a un petit peu sabré mon PowerPoint, je suis désolée. Vous voyez qu'il est peint. Alors, est-ce que vous voyez la souris? Oui, vous voyez la souris. Donc, la sous-face de plancher est peinte avec des devises répétées très régulièrement, les poutres peintes de chaque côté et des closoirs peints en face. Mais vous voyez, dans un état particulièrement abîmé, ce sont apparemment des tournois, des chevaux qui vont les uns vers les autres, surmontés par des cavaliers qui ont des phylactères qui peut-être marquent les familles qu'ils représentent. Mais c'est très très effacé.
Le château de Pavarolo dans le Piémont, où les propriétaires ont eu la gentillesse de me montrer une reconstitution sous forme de dessin du plafond qui était le leur, sachant que maintenant c'est partagé entre 4 pièces et demie avec un couloir. Donc c'est très très difficile d'avoir un aperçu d'ensemble. Et ma collègue Luisa Gentile, qui a pu étudier ce plafond, pense également qu'au moment de la restauration, les closoirs n'ont pas forcément été remis au bon endroit. Donc pas facile à étudier, mais avec une iconographie très intéressante, notamment une insistance sur les gestes. Donc vous avez à gauche une femme qui, on dirait qu'elle a l'air de se recoiffer du bout des doigts. C'est un geste très délicat que je n'ai pas encore complètement interprété. Un animal avec un grelot autour du cou. À gauche, en bas à gauche, je vous ai mis un homme qui pêche. Vous voyez la canne à pêche blanche, le fil, et puis un poisson qui est un petit peu stylisé. Voilà. Et donc je vous ai mis ce personnage en particulier qui fait ce qu'on appelle en iconographie un geste rhétorique. Vous voyez, il pose le doigt sur l'intérieur de sa main. On pense que les orateurs faisaient ce geste pour se repérer dans leur discours. Ils divisaient leur discours en différentes parties qui faisaient correspondre à leurs phalanges, et qu'ensuite, en posant les doigts sur les différentes phalanges, ils pouvaient faire des digressions et se souvenir dans quelle partie du discours ils étaient. Ça peut être aussi un geste de comptabilité, et j'ai fait le parallèle ici avec un geste que l'on trouve au plafond de Puy-Serrier, où on voit bien que l'homme pose un doigt sur son pouce et fait peut-être un peu le même genre de démarche de compter ou de raconter. Alors, quelle découverte ai-je fait ? Alors, d'abord, il faut bien sûr voir ce qu'on appelle découverte. Il y a plusieurs types de découvertes. Le premier type, c'est des plafonds qui sont connus, qui sont un petit peu connus du tout venant. Quand on parle à des passants, ils font « Ah oui, bien sûr, là-bas, il y a un plafond peint », mais ils n'ont pas encore été répertoriés par l'association, ils ne sont pas sur la cartographie. Par exemple, ce plafond que nous avons trouvé sous un passage à Venise le long du canal. Ici, c'est un passage qui se trouve sous un porche, un plafond qui se trouve sous un porche à Créma, que nous avons un petit peu découvert en nous promenant avec Roberta Alliot, qui était connue du directeur du musée, qui nous avait dit « Ah oui, si vous allez par là, il y a un porche, voilà », mais personne n'a cherché à étudier ce plafond pour l'instant, alors qu'il y a iconographiquement, il est intéressant, vous voyez cette espèce de sphinx sur la droite. Et moi, un motif qui m'a intéressée, donc vous voyez, sur la partie du bas, à droite, vous avez des livres, et au milieu, vous avez comme, je ne sais pas, un porte-plume ou quelque chose qu'on mettrait sur son bureau, et on dirait qu'il y a des lunettes qui ont été posées dedans, avec peut-être peut-être que je me trompe, peut-être que vous verrez complètement autre chose. Mais il me semblait qu'à côté des livres, ça pouvait faire sens. Et ce plafond aussi qui se trouve le long de la place de la ville de Savigliano, que m'a montré Luisa Gentile. Là encore, c'est connu, les gens qui passent dessous l'ont parfois vu, parfois pas. Donc c'est le long c'est sous la galerie que vous avez sur l'image du dessus, et vous voyez que c'est un plafond avec 3 niveaux de closoir. Malheureusement, la plupart sont effacés. Il y a des peintures comme ce poulpe qui ne me paraît pas tout à fait médiéval. Mais peut-être qu'ils ont été retracés à partir d'ombres, de figures qu'on arrivait à discerner encore. Vous en voyez ici sur la droite quelques-uns. Il y en a 2 ou 3 à la suite. La plupart des motifs a disparu. Voilà, et là c'est encore donc c'est un plafond qui se trouve à Reggio d'Émilie, que m'a montré, pardon, ça va me revenir tout de suite, Giorgio Milanesi. Ça s'appelle le Palazzo d'Amosto. Je suis désolée, la plupart de mes titres ont disparu, pourtant j'ai essayé de mettre des titres et des dates, je vous promets. Palazzo d'Amosto, donc, qui est aujourd'hui un centre culturel pour la ville de Reggio d'Émilie, dans lequel il y a des expositions d'art moderne par exemple, et qui comporte donc pas moins de 14 plafonds peints sur rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Là encore, c'est connu, mais personne ne s'y intéresse, sauf Giorgio qui commence à répertorier les plafonds de Reggio d'Émilie en lien avec la RCPPM.
Et on retrouve, alors, la plupart des plafonds sont aniconiques, mais on trouve quelques figures, comme par exemple ici cet homme au grand nez, des livres. On trouve plusieurs livres ouverts en Reggio d'Émilie. Donc voilà, encore un travail à faire. Ensuite, il y a les plafonds qui sont déjà référencés, sur lesquels il y a quelques livres, quelques rares livres, et voilà, et qui sont peu étudiés. Souvent, ils sont étudiés quand on recherche le style d'un artiste ou quand on cherche à identifier les armoiries, mais ne sont pas étudiés d'autres aspects du plafond, comme par exemple les hybrides. Vous reconnaissez un dinosaure de la série de tout à l'heure. Donc, c'est un plafond qui se trouve dans le Piémont. Aujourd'hui, c'est un évêché. Il y a 4 plafonds en enfilade, c'est absolument magnifique. Et ce qu'on a remarqué avec Monique sur une partie des plafonds du Piémont, c'est qu'ils sont très strictement organisés. Vous voyez donc le centre avec les armoiries de Jean Galéas, Visconti, duc de Milan, qui se trouvent toujours au centre. Et de part et d'autre, vous avez des portraits, et vous pouvez tracer des lignes comme ça, et vous avez quasiment tout le temps la même chose, qui se prolonge sur la ligne. Ici également les armoiries. Et ce que vous rappelez, Monique, ce matin, c'est que sur ce plafond et un autre plafond de la même région, on a repéré des animaux. Les animaux sont toujours placés de part et d'autre de la poutre. Donc ici, vous en avez un ici, un autre ici, comme à Puy-Serrier. Donc avec peut-être cette idée qu'on va mettre l'hybride dans la marge, comme il y avait dans les manuscrits médiévaux de l'époque. Quand j'ai parlé de cette organisation des plafonds qui nous a surprises à Luisa Gentile, elle m'a expliqué que c'était vraiment la naissance de l'humanisme avec un besoin d'organisation des plafonds. Et enfin, donc, il y a les plafonds inconnus qu'on est en train de découvrir. Donc ici, il n'y a pas de légende qui a été coupée par le PowerPoint puisque je ne peux pas vous dire où se trouve ce plafond. C'est un plafond qu'a découvert Roberta Alio, sur lequel elle est en train de travailler, et qui recèle, entre autres, très très belle image, une image du renard et de la cigogne, qui donc m'intéresse sur le plan littéraire, puisque c'est une fable. Donc elle est en train de travailler dessus, on pourra le découvrir bientôt. D'autres découvertes à faire, j'étais ici dans le Frioul avec nos collègues Maurizio D'Arcano Grattoni et Francesco Fratta di Toma. On était allés dans cette pharmacie qui est l'ancien Beltrame, le Palazzo Beltrame, toutes les légendes sont coupées, Palazzo Beltrame, où il voulait montrer cette série de magnifiques portraits que l'on voit aujourd'hui dans la pharmacie. Et ensuite, on est allé parler à la pharmacienne dans la pièce attenante, et d'un coup, ils ont dit « Mais c'est un faux plafond, ça, on pourrait peut-être... il y a sûrement quelque chose en dessous. » Et ils ont commencé à essayer de dire à la pharmacienne que ce serait bien de faire un petit trou dans le plafond pour passer une caméra. Et elle n'était pas très, très enthousiaste. Mais voilà, il y a encore des belles choses cachées. Et toujours le travail de Maurizio et Francesco. Ici, c'est un plafond qui est bien identifié dans le Palazzo Nordis Fontana. Mais vous voyez qu'avec un travail à l'infrarouge qu'ils sont en train de mener, on fait des découvertes de magnifiques images. Comme ici, cette partie d'échec entre un homme et une femme, dont on sait qu'il est aussi un duel amoureux. On le sait par la littérature, mais on le voit aussi par la jambe que met l'homme ici sur la femme, qui est une forme de prise de possession de la femme. Alors, ce qui m'a intéressé le plus dans le cadre de mon travail, donc ce sont les portraits avec inscription. Et là, je vais parler plus spécifiquement de la ville de Brescia, où c'est Paola Bonfadini qui a été ma guide et qui m'a ouvert les portes de palais qui sont parfois privés. Donc je vais détailler un tout petit peu plus ces plafonds-là, puisque je les connais un peu mieux. Donc par exemple, le Palazzo Colleoni, c'est le palais qui m'a... Enfin, si on accepte le Palazzo d'Amosto, je vous ai dit qu'il y avait 14 plafonds, mais la plupart non figuratifs, celui-ci, c'est le palais qui contient le plus d'iconographie, le plus de closoirs iconographiques. J'en ai compté plus de 1000. Et il y en a au rez-de-chaussée, il y en a dans les couloirs, il y en a dans les salles, il y en a dans la loggia, il y en a absolument partout. Ce sont des petits closoirs avec des dessins d'exécution rapide.
dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Et il y a cette salle, qui est le salon d'apparat, qui est plus haut, avec des closoirs de format vertical, avec des portraits. Et cette seule salle contient 204 closoirs répartis sur 6 travées. Et on pense qu'il y avait peut-être 2 travées supplémentaires au sud du bâtiment. Donc, sur ces 204 closoirs, il y a beaucoup de enfin, ce ne sont que des portraits. Il n'y a pas d'alternance avec de l'héraldique. Et certains de ces portraits, pas tous, sont surmontés d'une inscription. Et l'avantage aussi, c'est qu'on connaît le commanditaire de ce plafond. C'était Bartolomeo Colleoni, qui était un des plus grands condottieri d'Italie, qui était important à la cour des Sforza, qui est mort en 1475, et qui n'était pas un simple militaire, qui avait créé autour de lui une cour avec des nobles vénitiens et des nobles de Brescia. Il recevait chez lui des princes, des ducs, beaucoup d'érudits. Et il serait apparemment une des personnes qui aurait contribué à diffuser le programme iconographique des hommes célèbres, qui est devenu très à la mode en Italie. Mais il est aussi peut-être la personne qui aurait contribué à initier les galeries de femmes célèbres dans la lignée de Boccace. On pense qu'il avait un responsable, donc ce n'est pas moi qui le pense, c'est Christiane Juste Gaugier qui a analysé ce plafond, qui s'est dit, voilà, qui peut avoir décidé des noms des personnes sur le plafond? Pourquoi telle personne? Pourquoi pas telle autre? Est-ce que c'est vraiment le commanditaire qui a ce savoir, qui a cette connaissance? Et elle a imaginé un personnage de passeur de culture qui serait dans le cadre du Palazzo Colleoni, quelqu'un qui s'appelle Antonio Cornazzano, qui est un intellectuel qui aurait été embauché par Colleoni pour écrire des livres et l'aider à concevoir le programme iconographique de ces différents palais, que ce soit pour les plafonds ou pour les fresques. Et Cornazzano est connu pour avoir écrit un ouvrage inspiré de Plutarque et de Boccace, qui s'appelle le De Excellentium Virorum Principium, donc qui rassemble 28 vies, écrit en 1468, 28 vies de personnages célèbres, et il a fait l'équivalent pour des femmes. Donc peut-être que, vous savez, quand on se pose la question de qui a commandité le plafond, est-ce que c'est l'artiste qui décide, est-ce que c'est le commanditaire, je trouve cette idée intéressante qu'il y avait à la cour des grands quelqu'un qui était un conseiller culturel et qui contribuait à faire les programmes iconographiques. J'ai commencé à répertorier les noms des personnages que j'ai trouvés sur ce plafond. Malheureusement, les plafonds que j'ai vus à Brescia, c'était dans des conditions pas toujours faciles parce que ce sont des plafonds très très hauts et ce sont des pièces très sombres. Donc j'ai réussi à commencer à faire une liste à partir de mes photos, des photos de Paola Bonfadini et de Roberta Alio, à partir des articles. Ça reste très, très incomplet. Ça donne déjà une idée que, vous voyez, il y a beaucoup d'autorités intellectuelles, ce qu'on ne trouve pas sur d'autres plafonds français et qu'on ne trouve pas sur beaucoup de plafonds italiens non plus. Plutarque, Boccace, Dante, Virgile, Callisthène. On trouve aussi des empereurs et des conquérants. Et vous verrez qu'on voit donc Troie et des personnages tirés du roman de Troie, du roman d'Énée. Donc il faut savoir qu'en France, au XIIe siècle, on réécrit le roman de Troie, on réécrit une histoire d'Énée, et à partir de là, ça se diffuse en Europe sous forme latine. On s'en sert pour illustrer le Palesteri, par exemple. Et puis, au XIVe, XVe siècle, ça devient vraiment une grande mode. Donc, toutes les histoires de Troie et d'Énée, mais aussi les personnages de la cour arthurienne. On reparlera de cet engouement pour la littérature. Alors, un autre palais que j'ai visité à Brescia, qui s'appelle le Palazzo della Mercanzia, qui est daté des années 1450-1460. Il y a 2 plafonds dans des salles d'apparat un petit peu équivalentes à celles de Colleoni, des grandes salles d'apparat avec des portraits, sauf qu'ici vous voyez qu'il y a des blasons, et surtout une spécificité pour nous, c'est que donc ce palais, c'était la salle le Palazzo della Mercanzia, le palais de la marchandise, c'est là que se réunissaient les marchands. Et il y a des portraits de marchands
dans ce plafond. Donc vous voyez les deux qui sont en haut, Dominus Clemens et un autre dont on arrive peu à lire le phylactère. Et en fait, la communauté des marchands aurait apparemment choisi de se faire représenter sur ce plafond. Donc là, ça demande un travail que je ne suis pas capable de faire et j'aimerais beaucoup que quelqu'un le fasse, qui est d'aller dans les archives de la ville de Brescia, vérifier si ces marchands existent, ce qu'ils ont fait, et éventuellement essayer de mettre des échafaudages pour avoir des meilleures photos et lire ces phylactères. Donc au rez-de-chaussée, alternance entre marchands et des figures d'empereurs principalement, des grands de ce monde, des rois, des conquérants. Et puis au premier étage, ce sont les deux images que vous avez en bas, des personnages extraits de la littérature. Vous avez à gauche Merlin et à droite le roi Priam. Donc vous êtes peut-être un petit peu surpris de la façon dont Merlin est représenté, en jeune homme avec une armure. C'est parce qu'on pense plutôt au Merlin de l'Orlando Furioso, qui était évidemment un livre très apprécié à l'époque, mais un petit peu après la date supposée de mise en peinture de ce palais. Donc si l'identification que je propose se confirme avec plusieurs personnages de l'Orlando Furioso, il faudrait imaginer que peut-être le premier étage a été peint un petit peu plus tardivement. Voilà donc un extrait de ce que j'ai réussi à lire sur le plafond du premier étage. Vous voyez vraiment une prédilection pour les personnages littéraires, on va dire, Troie, Énée, et les personnages tirés de l'Orlando Furioso. Donc l'Orlando Furioso, rapidement, ça a été écrit par l'Arioste. Enfin, il y a deux versions, l'Orlando Innamorato, qui a été écrit par Boiardo en 1483-95, puis il y a une réécriture par l'Arioste en 1516. Et ça reprend l'histoire de Roland, le Roland de Charlemagne, mais ça change complètement l'histoire en rajoutant des personnages comme le personnage de Renaud, le personnage d'Olivier, qui essaient tous d'attraper Angélique qui se dérobe à eux. Un autre plafond qui m'a intéressé beaucoup, c'est dans le musée à la Ponsone, qui se trouve à Crémone. Et cette fois, c'est Mario Marubi que je dois remercier de m'avoir montré ce plafond. Et voyez que derrière les personnages, on a encore des noms. Alors, vous voyez que j'ai mis entre parenthèses Caravaggio, Casa Aratori. Donc, c'était une maison qui se trouvait dans la ville de Caravage et qui a été détruite et les plafonds ont été mis dans le musée de Crémone. La légende dit que le jeune Caravage aurait vu ces closoirs. Évidemment, je ne saurais pas l'attester. Ces closoirs sont d'une qualité formelle époustouflante, tout simplement. Donc il y a 127 closoirs qui sont aujourd'hui divisés en 3 lots. Le lot le plus important est au musée à la Ponsone, les 2 autres lots sont chez des particuliers. Je vous montre rapidement le tableau. Donc là, je n'ai pas non plus encore fini de dénombrer. Je vous montre un travail en cours. Vous voyez qu'on retrouve encore des héros, des empereurs et des conquérants, des personnages tirés de l'histoire de Troie et d'Énée et des autorités intellectuelles. Et ce qui est magnifique sur ce plafond, je ne peux pas ne pas vous montrer ce portrait qui semble être un autoportrait du peintre, puisqu'on lit Bernardinus Pictor. Donc peut-être, voilà, le peintre qui il n'a pas seulement signé, il a fait un autoportrait. Donc ça, c'est juste incroyable. Voilà. Après, je referai des thèmes transversales rapides, mais dernier élément avec des portraits avec des noms derrière. Donc un plafond démonté qui se trouve à Modène, qui est en ce moment étudié par Giorgio Milanesi. Vous voyez qu'il ne nous en reste que 12. Si on suppose qu'il y avait une alternance rouge et bleu, ou rouge et bleu foncé, noir, je ne sais plus quoi dire maintenant, on peut imaginer qu'il y avait au moins 3 closoirs rouges de plus. Mais de quelle taille était la pièce? Alors quand on regarde les prénoms, vous voyez que ce ne sont que des femmes. Ce ne sont que des femmes qui viennent du De Mulieribus Claris de Boccace.
ce qui peut laisser supposer, du moins Giorgio et moi nous plaisons à l'imaginer, que dans le livre de Boccace, il y a un peu plus d'une centaine de femmes, et c'était peut-être un plafond qui représentait exclusivement les femmes tirées de Boccace, donc une centaine de closoirs exclusivement féminins, peut-être pour le bureau, pour le studiolo d'une femme, pourquoi pas. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement pour l'instant. Giorgio est en train d'étudier le style, notamment par exemple vous voyez cette deuxième femme avec la coiffure ici en haut à droite qui fait un petit peu penser à Piero della Francesca, mais je suis moins qualifiée que lui, donc on va attendre son article qui va apparaître avec les actes du colloque de Udine. Alors, je termine avec des pistes sur lesquelles j'ai envie de me lancer ou de vous lancer, pour ceux qui ont envie de participer, parce qu'il y a beaucoup de plafonds, donc on peut faire plein de choses ensemble. Alors, donc évidemment, au Palazzo Richieri, qui lui-même est plein de plafonds peints, ça je ne le savais pas, et dans le Palazzo Richieri, il y a des closoirs qui sont tombés, qui ont été ramenés ici, avec au moins deux traits stylistiques différents, donc peut-être deux peintres différents, deux ateliers différents. J'ai normalement une étudiante qui devrait commencer un master et essayer de recomposer les histoires fascinantes qui ont l'air de se dérouler sur ces closoirs, mais dont on n'a pas encore forcément trouvé la source littéraire. Et je vous montre ce closoir en particulier qui m'intéresse beaucoup, parce que vous voyez qu'il y a un homme et une femme qui s'embrassent sur un dragon, ce qui est assez rare puisque le dragon gentil apparaît en fait au XXe siècle avec Peter et Eliot. Et avant, le dragon n'est absolument pas un personnage sympathique, ni surtout pas un dragon, ni surtout pas un animal sur lequel on peut monter pour s'embrasser. Donc je me demande quelle pourrait être l'histoire derrière cela, sachant que ça n'est pas une allégorie, c'est vraiment une narration, parce qu'on trouve d'autres closoirs où on combat ce dragon. Donc c'est quand même un dragon monstrueux. Deuxième plafond sur lequel j'aimerais me pencher, c'est le plafond de l'antique palais communal qui se trouve à Saluzzo, qui a des scènes qui ont l'air de quand même faire allusion à des choses. Vous voyez ici le moine qui a l'air de s'enfuir en portant quelque chose sur son dos. Ça a l'air de renvoyer à des histoires. Ou ici ce personnage qui pète en direction de la lanterne. Est-ce que ça fait référence à un proverbe ? Donc on a très envie de voir quelque chose au-delà de l'illustratif simple, sachant, comme vous l'avez déjà tous vu avec votre œil exercé, que c'est un plafond qui a été très très restauré. Donc c'est difficile aussi de prétendre à tirer des conclusions définitives. Et sur ce plafond, une chose qui m'a particulièrement intéressée, c'est une forme de prédilection pour, disons, la tyrannie féminine sur l'homme. Alors c'est un thème que l'on connaît par ailleurs, par exemple avec Aristote et Phyllis, que l'on trouve à la Grâce. Mais voyez ici, donc l'homme transporte la femme dans une brouette, et ça n'est pas le motif qu'on connaît, qu'il y a dans les scènes de jouvence, avec une vieille femme qui est transportée en brouette parce qu'elle ne peut pas marcher. Là, c'est manifestement une jeune femme particulièrement autoritaire qui dit à l'homme de la transporter de ci, de là. En dessous, elle fait tenir sa traîne. Et ensuite, vous avez donc des femmes qui frappent leur mari sur 2 générations. Vous avez la jeune femme qui frappe son mari, un homme avec un balai. Et ici, vous avez une vieille femme qui frappe un homme avec sa quenouille. Et tout ça se trouve en gros dans la première travée, la travée qui correspond à la porte d'entrée dans la salle, donc à peu près sous là où je suis en prenant cette photo. Donc voilà, je me suis demandé pourquoi ce thème, et j'ai envie d'y réfléchir. Un autre palais qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai visité avec Luisa Gentile, le Palazzo Muratori Cravetta qui se trouve à Savigliano, et dans lequel on trouve plusieurs thèmes qui m'ont intéressée, notamment encore une fois le thème des femmes, mais sous une forme un peu différente. Vous voyez par exemple qu'on a 3 fois des femmes qui se livrent dans la colonne de droite à des travaux de couture, ou celle de droite en haut a l'air de filer, la seconde a l'air de coudre, peut-être une ceinture, la troisième a une quenouille. Donc c'est beaucoup, 3 pour un seul plafond.
À gauche, on a deux femmes qui se coiffent ou qui se regardent dans un miroir, ce qui peut être l'allégorie de la vanité, de la luxure. On trouve ça sur beaucoup de plafonds. Mais le fait, vous voyez, qu'il y ait une image d'une femme qui en coiffe une autre, me fait penser qu'on est plus dans le cadre d'activités domestiques. Je ne vous ai pas mis toutes les images de femmes, mais on a aussi beaucoup de femmes musiciennes, on a des femmes danseuses, on a des femmes qui tiennent des fleurs, on a des femmes qui refusent des baisers, on a des femmes qui acceptent des baisers. Donc proportionnellement, il y a beaucoup de femmes sur ce plafond. Vous le voyez, c'est aussi un plafond qui a été assez restauré, donc avec toutes les précautions que ça oblige à avoir. C'est un plafond qui est assez nettement organisé, comme l'a expliqué Louisa, notamment pour la première partie de la pièce, puisque dans toute la première partie de la pièce, au-dessus de la cheminée, on a des blasons des pays qui sont un peu classés par ordre d'importance pour l'époque. On a ça sur 2 travées, et ensuite on va avoir des mélanges d'hommes et de femmes avec beaucoup de femmes. Je reviendrai sur ce plafond tout à l'heure. Je termine juste sur la question de la femme. Ça rejoint une question qu'on s'est posée par ailleurs sur le plafond comme espace domestique. On est à l'intérieur de la maison. Souvent on dit que l'espace domestique est l'espace féminin, l'espace dévolu aux femmes. On s'est beaucoup posé la question de la place de la femme dans la commande des plafonds. Évidemment, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais on peut du moins remarquer qu'il y a certains plafonds sur lesquels les femmes sont plus représentées et où elles sont représentées dans le cadre d'activités domestiques. Et peut-être que ça nous aidera à continuer à réfléchir à cette question. Et en opposition à la femme domestique, la femme de l'espace domestique ou de la femme domestiquée parfois, on peut penser à la femme sauvage. Et je vous montre juste cette image parce que je l'aime beaucoup. La seule personne qui a étudié ce plafond et cette image s'est intéressée au ruban de cheveux pour montrer qu'on le retrouvait sur une médaille antique, alors qu'elle a quand même d'autres points, on va dire, d'intérêt, comme cette bouche avec les grandes dents et la langue qui sort, et vous voyez le lait qui sort de la poitrine. Donc c'est un personnage assez étonnant, assez redoutable, et on la trouve 2 fois sur le plafond, et à chaque fois, vous voyez qu'elle fait face à un homme qui est aussi un homme qui a des caractéristiques qui font un petit peu peur, avec des grandes dents, un grand nez, une grande barbe. Et ça m'a donné aussi envie de réfléchir à la femme sauvage, qui là est différente de celle qu'on connaît par ailleurs sur les plafonds en Provence par exemple. Et ça c'est dans le château de Grinzane-Cavour, qui se trouve également dans le Piémont, et c'est la salle dans laquelle on vend la fameuse truffe d'Alba, pour ceux qui connaissent, aux enchères. J'ai quasiment terminé. Un dernier thème sur lequel je voudrais me pencher, c'est la question du handicap et des infirmités représentées sur les plafonds. Pourquoi représenter ça sur son plafond ? C'est une vraie question. Et là, vous reconnaissez donc le Palazzo Muratori Cravetta, sur lesquels on trouve... Alors, vous voyez que là, on a un homme avec un goitre, puis une femme avec un goitre. C'est quelque chose qui avait l'air d'être répandu dans la région à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on veut le représenter sur le plafond ? Est-ce pour juste représenter la diversité humaine de façon générale ? Et vous voyez que le personnage en bas à droite me pose question. Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste ridicule ou qui fait une grimace ? Ce qu'il n'y a pas trop sur ce plafond de manière générale. Ou est-ce que, à cause des 2 autres images, on ne peut pas interpréter ça aussi comme une maladie, une hypertrophie de la lèvre par exemple, ou un problème au pavillon des oreilles. J'avoue que je n'ai pas encore trouvé pour l'instant, mais j'avais envie de chercher, de creuser la piste médicale, parce que ce n'est pas un plafond qui se moque ou qui montre des caricatures. Et pour continuer sur l'infirmité sur les plafonds, on retourne au plafond de Saluzzo. Vous voyez qu'en haut à gauche, on a au moins un aveugle. Et donc tous les 2 ont peut-être un peu du mal à marcher avec leur grand bâton, mais en tout cas, le deuxième est un aveugle. Et celui du dessous, vous allez devoir me croire sur parole. Au début, je pensais que c'était juste un monstre qui avait une poitrine, comme on peut en trouver par ailleurs, mais je me suis demandé si ça ne pouvait pas être réinterprété comme un goitre. Voilà. Et ça nous ramène au plafond de Puy-Serrier, sur lequel on a un personnage qui a manifestement une rage de dents, puisqu'il a ce tissu noué en bas du visage.
Dernière piste sur laquelle je souhaiterais me pencher, c'est aussi la récupération politique du patrimoine. Donc ça, c'est un constat que l'on a fait en visitant le portique. C'est un portique extérieur avec Francesco Fratta de Toma et Maurizio d'Arcano Grattoni, qui me montraient ce plafond, vous voyez, construit en 1545-88. Et on a remarqué le faisceau avec SPQRR, une petite faute, au lieu d'SPQR, qui est vraiment situé au milieu du plafond. Et ils ont dit que pour eux, c'était forcément une iconographie liée au fascisme. Et quand on a vérifié la date à laquelle ce portique avait été restauré, c'était 1934. Et donc ça ferait sens qu'au moment où la municipalité a fait refaire ce plafond, elle ait profité de ce plafond pour faire part d'un engagement politique. Faut le dire sombrement. Et je termine donc avec ce très très beau plafond qui se trouve dans le Piémont, la Casa Aiazza, qui est aujourd'hui une école maternelle, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, et également dans l'image de gauche, puisque la directrice a eu l'idée de faire refaire des closoirs aux enfants. Et j'ai trouvé ça très joli, j'ai demandé la permission de prendre la photo pour vous la montrer. L'image en haut à gauche, vous voyez la femme sur fond rouge, elle a été analysée par Luisa Gentile comme la reine Sémiramis. Je ne sais pas si vous voyez, donc là où il y a la souris, il y a une tresse qui est faite, alors que de l'autre côté, elle est échevelée. Et ça correspond à un moment où la reine Sémiramis se coiffait avec ses servantes et sa ville a été attaquée, la ville de Babylone a été attaquée, ça l'a mise tellement en colère qu'elle s'est habillée tout de suite comme une guerrière et elle a dit « Je ne finirai pas de me coiffer tant que je n'aurai pas fait lever le siège ». Et donc, d'où le côté coiffé et le côté décoiffé. C'est le seul personnage qui a été identifié clairement sur ce plafond. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de blasons donc, que Luisa Gentile a identifié. Il y avait une série de trois plafonds dans cette école, tous dans le même style. Et il y a eu un incendie en 2006 qui a beaucoup abîmé l'une des trois salles. Et la directrice de l'école nous a écrit récemment pour dire qu'elle souhaitait lancer un projet Adopte un closoir, donc pour que des gens s'investissent dans la restauration de closoirs afin que la troisième salle puisse être reconstituée et valorisée. Donc c'est sur cet appel, vous voyez, on a été très cohérents finalement, Frédéric et moi, puisqu'il a commencé en demandant de l'argent et je termine en proposant un investissement. Voilà, et donc j'espère que ce petit voyage en Italie vous a intéressé. J'ai des milliers d'images, donc toutes les questions que vous pouvez avoir sur des charpentes ou des thèmes ou des images, me ferait un plaisir de vous répondre, de vous envoyer toutes les images que j'ai, parce que vraiment si j'ai fait ce voyage, c'est pour la RCPPM et pour tous les autres chercheurs. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Maud pour cette présentation exotique presque, en tout cas très différente. Je pense qu'il va y avoir des questions. Oui, tu as soulevé beaucoup de questions, je pense que ça devrait trouver un écho. Qui veut commencer ? Oui. J'ai été très intéressé par votre analyse sur le sens de lecture du plafond que vous avez donné sur un plafond. Alors, question, on le lit de l'arrière vers l'avant, mais quand on se trouve en position avant, on le lit d'avant vers l'arrière. Est-ce que c'est une règle adoptée en généralité? Est-ce qu'elle s'appliquerait à Puy-Sérier? Je sais qu'on est en lacune à Puy-Sérier, parce que si on a des closoirs qui manquent, on ne peut pas dire c'est dans ce sens qu'il faut lire. Voilà. Ça m'intéresse. Peut-être personne ne s'y est encore penché, on est dans les débuts chez nous. Merci. Alors merci beaucoup pour votre question sur laquelle je me suis penchée justement parce que quand j'étudie littérature et plafond peint, je veux aussi réfléchir à la façon dont on lit un plafond. Et donc les sens de circulation, les sens de lecture sont très très intéressants. J'ai écrit un article qui va sortir sur ce sujet, mais je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez avant.
Et ce qui se dégage, c'est que, en fait, à chaque plafond, son sens de lecture. Il y a des dominantes, comme l'importance de la cheminée, l'importance des voies de circulation, donc de la porte vers la cheminée, puis de la cheminée vers la porte, qui sont des axes sur lesquels on va disséminer des éléments qui sont plus importants que d'autres. Ensuite, à droite et à gauche de la cheminée, donc à dextre ou à senestre, ça peut inclure aussi des hiérarchies. Mais selon la forme du plafond, il y a aussi des plafonds dans lesquels il faut faire des zigzags, des plafonds pour lesquels on tourne autour de la pièce. Et finalement, il y a des hiérarchies de lecture, mais chaque positionnement invite à découvrir quelque chose de différent. Donc, le plafond essaie d'instituer dans certains cas, pas toujours, d'instituer un sens de lecture, mais on peut dire qu'à chaque salle, son sens de lecture. Voilà. Pardon. C'est l'association des décors peints muraux avec les plafonds. Dans un des exemples de plafonds, c'est Savoyalo ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. On a de grandes, on a une frise peinte entre les poutres. Non, pas celui-là. Je ne sais plus lequel c'était. Non. Oui, par exemple ici, mais on a un autre exemple avec même des cartouches avec des textes, je crois. Est-ce que, voilà, c'est ça, c'est cet exemple-là. Est-ce qu'on a pu avoir une constante de bandes hautes, en fait, décoratives, servant d'amortissement haut de la salle, le plafond et la bande participant à cette ambiance, en quelque sorte, avec peut-être des choses déclinées aussi sur ces parties peintes sous plafond, je ne sais pas. Voir des textes, voir autre chose. Là, il n'y a pas de texte là. C'est ce que j'allais dire. C'est un petit côté gothique troubadour quand même, ce plafond. Je ne saurais pas dire sur la question des éléments intermédiaires. Il participe à la structuration du plafond. Alors là, j'ai pas mis la photo, mais à Vercelli, par exemple, on a un plafond qui est contemporain de fresques. Et c'est rare, on n'a quasiment jamais ça en France. Et là, c'est un évêque qui a fait peindre sur les murs toutes ses résidences. Apparemment, il avait beaucoup de résidences, avec des faux effets de draperie, comme si on pouvait fermer la fenêtre devant la résidence et rouvrir. Et on tombe finalement sur ce que l'anime disait qu'elle avait remarqué, à quoi j'avais pas encore pensé. Elle dit que pour l'instant, elle a l'impression d'avoir remarqué que si la fresque est figurative, le plafond va être décoratif, et si le plafond est figuratif, la fresque va être plus décorative. Oui. Voilà. Et j'aime bien l'idée, à creuser, à réfléchir. Moi, j'ai que des questions de Candide. Donc, tout ce que vous nous avez présenté comme plafond, ils ont l'air très flamboyants. Donc, moi, les plafonds que je connais, ils sont plutôt ternes. Donc, je voudrais savoir si les pigments qui ont été présentés sur les photographies que vous avez présentées, c'est les pigments d'origine ou si c'est de la rénovation qui a été faite par-dessus, etc., etc. Donc, si c'est la rénovation, ça veut dire qu'il y a eu une interprétation et qu'il y a eu des mouvements sur les pigments. Donc, c'est la question que je me pose. Alors, c'est pas du tout une question de Candide, c'est fondamental. Ces plafonds étaient sûrement très flamboyants à l'origine. Ils ont perdu beaucoup de leur couleur et quand ils se retrouvent très flamboyants comme ceux que vous avez vus aujourd'hui, c'est très souvent des repeints. Et avec effectivement toutes les problématiques de réinterprétation, voire de changement de place des closoirs. Je vous en ai montré quelques-uns qui étaient quand même moins flamboyants. Comme celui-ci qui est en cours. Donc, dans la partie en bas à droite,
C'est comme ça qu'ils ont trouvé le plafond, recouvert de blanc. Ils sont en train de le restaurer. Mais voilà, quand on a ce genre de plafond, c'est pas flamboyant du tout. Et la flamboyance vient souvent d'un nettoyage, voire d'une restauration. Oui, Maud, c'est par rapport aux 3 closoirs que tu as montrés avec des goitres. Le 3e avec les longues oreilles. Moi, je me demande si ça pourrait pas être une créature comme les panossi. Parce que la notion de monstre, voilà, tout ce qui était un peu difforme, c'était monstre. Et dans Hartmann Schedel, dans sa galerie de monstres, il y a les panossi qui ont justement des longues oreilles. Voilà. Donc voilà, c'est une piste. Ah. Il me fait penser au moine de Capestan, qui a des énormes oreilles et des énormes lèvres, et qui est visiblement un moine qui est médisant. Hein, donc c'est peut-être effectivement des monstruosités physiques réelles, mais à Capestan, on a clairement représenté un personnage typique, probablement des communautés monastiques, et qui dit du mal de son prochain, donc il a une énorme lèvre, et puis qui écoute, qui a des énormes oreilles. Donc autre piste. Je ne sais pas si ça colle dans le contexte, et puisque j'ai le micro, j'en profite pour dire à Jacques, pour le problème de lecture du sens du plafond, ce qui est fondamental, c'est de regarder le sens des regards dès qu'on a un personnage ou un animal, et très souvent, donc, le regard indique vers quel closoir il faut aller pour poursuivre. Et parfois, il y a une main qui indique aussi, et le sens, il y a un sens général, mais de temps en temps, il est interrompu, et donc il faut effectivement s'interrompre aussi chaque fois que le sens des regards évolue, enfin, ou est interrompu. Merci beaucoup Maud, c'était vraiment passionnant. Moi je voulais te demander par rapport aux gestes dans la série des closoirs des marchands. Il y en a 2 qui font le même geste, genre on dirait le symbole OK aujourd'hui. Et je sais pas si tu sais ce que c'est ou enfin si c'est par rapport à l'argent par exemple. Ah, ils comptent. Laura elle me dit peut-être qu'ils comptent. Ah. Bon. Merci. La bourse de diners de Judas, de la traición de Judas, es la enumeración. Merci, hein, c'est vrai il a l'air de tenir ses doigts entre les 2 autres doigts. Et Licia dit qu'elle connaît ça dans la peinture catalane, avec notamment la représentation du juif qui compte l'argent. Donc ce serait, oui, un geste comptable. Sur le sens de lecture, je voulais rajouter aussi quelque chose, qui est que pour la danse macabre d'Albi, dont on ne sait pas forcément vraiment toujours dans quel sens vont les cadavres et les humains, Lani a proposé une hypothèse très intéressante, qui est de suivre la frise de petits lapins qui surmonte la danse macabre, et qui a l'air effectivement d'aller dans le même sens, enfin de nous indiquer le sens de lecture de la danse. Donc je trouve que c'est une idée intéressante. Pour le monstre, j'aime bien l'idée aussi, mais je me dis que s'ils avaient voulu faire ça, ils auraient mis au moins 1 ou 2 autres monstres, comme par exemple le blémi, qui est le plus souvent représenté. Donc là, ce serait le seul. Et en plus, celui qui a les grandes oreilles, souvent c'est plus des oreilles plus pendantes, où on le voit enveloppé dans ses oreilles pour avoir chaud. Et oui, j'ai pas trouvé de monstre encore vraiment sur les plafonds peints, sauf peut-être à Barcelone, non, à Vic.
au musée épiscopal de Vic, dans la réserve, on voit un closoir dans lequel on a un homme velu qui a l'air d'attaquer un oiseau qui pourrait faire penser dans les bestiaires aux pygmées, la représentation des pygmées qui est toujours en train d'affronter une grue. Donc ce serait le seul monstre de bestiaire des monstres que j'ai trouvé sur les plafonds. Et par rapport au moine de Capestan, il faudrait que je le revoie. Ce ne serait pas une façon de démontrer la même chose, parce que là, il a les oreilles tellement longues qu'elles sont fermées, du coup, et il a la lippe tellement longue qu'il ne peut sûrement pas parler. Donc il serait le contraire peut-être un peu du moine de Capestan qui parle trop, qui écoute trop. Il faudrait que je reprenne vraiment ce plafond pour voir s'il peut y avoir des significations morales, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des tâches quotidiennes avec des gens peut-être qu'on peut croiser. Voilà, mais c'est un chantier immense. Hein. Il y a une question de Georges. Merci. Je suis frappé par la ressemblance des péteurs que tu nous as montrés avec le plafond du 2e étage de la noterie des Béziers, où nous avons, et malheureusement c'est encore sous la suie, c'est tout à fait invisible, et nous avons pu le voir donc en photo infrarouge, nous avons la même scène. Un personnage accroupi, et les fesses bien dénudées, et derrière un personnage avec une lanterne. Nous nous sommes posé la question effectivement si c'était un péteur, et est-ce que c'était peut-être aussi un acte médical, l'inspection d'une maladie? Là, on ne sait pas, mais je suis frappé par la ressemblance de la position des personnages. À ce sujet, on peut faire une comparaison avec les sculptures de la même période, enfin, je parle du XVe siècle, hein, où à Bourges, sur une des façades de l'hôtel Jacques-Cœur, ou le palais Jacques-Cœur, on a un petit personnage qui s'accroupit, qui pète, et on a un dragon qui lui crache une flamme au derrière. Bon, on a l'impression que c'est une thématique qui est récurrente et qu'on voit un petit peu partout, non? À cette période. Hein. Alors c'est une thématique récurrente, mais plus on s'y intéresse, et notamment avec Cécile, avec qui on a écrit un article sur le souffle-à-cul de Capestan, je crois qu'il faut vraiment justement distinguer les péteurs. Il y a plusieurs types de péteurs, et celui que tu évoques avec un personnage qui pète et un dragon qui souffle, ça ressemble un peu au duel de paix, comme on trouve aussi à La Grâce avec quelqu'un qui pète contre un canon. Ils ont l'air de faire un duel comme ça. Alors que je pense que le thème avec la lanterne, et je me souvenais plus de Béziers, Georges, merci d'avoir rappelé, peut-être que le thème avec la lanterne serait un autre type de paix. Ou alors, je parlais de proverbe tout à l'heure, je pensais à, je sais pas, il fait noir comme dans un cul. Pourquoi pas parce qu'on a l'impression qu'il cherche à voir avec sa lanterne, donc peut-être que ça renverrait à ce genre de choses. Oui. Bonjour, j'ai juste une petite question par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, par rapport aux plafonds qui sont extrêmement décorés et aux décorations murales qui peuvent être beaucoup plus, on va dire, simplistes. Est-ce que vous pensez que c'est un code qui est récurrent ou est-ce que c'est une volonté tout simplement parce qu'après ça va être décoré les murs avec des tapisseries ou autre? Merci. Merci. C'est difficile à dire parce qu'en plus je suis pas du tout spécialiste des fresques. Est-ce que tu as une idée? J'aurais envie de dire peut-être qu'ils veulent pas trop saturer l'espace visuel, mais si c'est saturé parce que de toute façon ils vont mettre des tapisseries. Je sais pas. C'est un constat un peu empirique qu'on a fait jusqu'à présent, mais on connaît tellement peu d'endroits où il y a à la fois le plafond et la fresque que ce serait très aléatoire d'en tirer quelque chose. Oui, non, Lani, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non. De frais. Je pense qu'un faux appareil, ça va assez vite. Question de rapidité, de tarif Et d'argent.
Oui, Maud. J'avais une petite question sur la comparaison entre France et Italie. Savoir si tu étais allé chercher un corpus parce qu'il était plus important. Et est-ce que tu as déjà vu des différences notables entre les deux contextes? Savoir aussi s'il y avait plus de références à l'univers romanesque ou à la littérature en Italie plutôt qu'en France. Et voilà. Oui, c'est vrai que si je suis allée en Italie, c'est pour étoffer mon corpus, parce que même s'il y a de très très belles images dans le Languedoc, en Occitanie, en Provence, qui me servent et qui m'intéressent, je me suis rapidement rendu compte que si je voulais m'approcher de quelque chose d'un plus littéraire au sens textuel, romanesque, il fallait plutôt aller vers l'Italie, notamment avec ses portraits avec inscription. On trouve quelques points communs, comme notamment cette scène de Peter, ou d'ostension de fesses, mais c'est vraiment très particularisé. Et ce qui est intéressant en Italie, c'est qu'il y a vraiment des particularités. Le Piémont a son style, Brescia a son style, qui n'est pas le même que Crémone, qui a une demi-heure de route, qui n'est pas le même qu'à Créma, qui est encore à une demi-heure de route. Donc voilà, il y a beaucoup de particularités, ce qui font que faire le lien avec la France, ce serait vraiment difficile. Mais oui, j'y suis allée pour étendre mon corpus. Alors, une dernière question, et puis nous serons contraints de nous arrêter. Sur le dessin du bas, ce qui saute aux yeux, si j'ose dire, à première vue, c'est le côté obscène ou scatologique. Mais il y a autre chose qui me semble à relever, qui me semble tout à fait remarquable, c'est la réussite artistique. La position du bras qui est en l'air par rapport à la position du bras qui est en bas, le jeu des ombres et des lumières, la manière dont ça se détache sur le fond rouge, ça me paraît quelque chose de vraiment tout à fait extraordinaire. Je vous remercie. Et c'est vrai que les deux bras créent un effet d'équilibre qui est très très beau. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le fait du restaurateur ou est-ce que c'est le Moyen-Âge? Ce que je pense pour ce plafond, c'est qu'ils sont restés assez près de ce qui était médiéval, notamment si on regarde... parce que c'est un plafond qui est plus ou moins restauré selon les endroits. Vous voyez, cette partie-là est un petit peu moins restaurée. Et il y a encore il y a une travée qui n'est pas du tout restaurée, où on aperçoit le même type de dessin qui a des traits plus fins, des traits plus noirs. Un jeu sur les blancs, comme vous l'avez très bien souligné. Ici, il y a des très très beaux plis. Et du coup, je pense qu'on peut se permettre de faire quelques remarques stylistiques, et notamment celle que vous avez faite. Je vous remercie de l'avoir faite. Merci pour toutes vos questions, c'est formidable. Je suis désolée, on va s'arrêter là, mais voilà, en tout cas, on va finir avec cette remarque sur la qualité artistique de ces closoirs, en tout cas de certains de ces closoirs. Merci beaucoup, Maud. Je passe la parole à Monique. Merci Géraldine de cette présidence toujours aussi souriante et agréable que vous savez faire. Merci à Maud, c'était formidable de suivre en Italie. Et puis ensuite, une petite information toute bête. On a un quart d'heure de pause. Mais c'est pas si bête que ça, parce que quand même, ça vous permet de boire du café, si vous voulez, ou bien de boire de l'eau fraîche, je sais pas, et des jus de fruits, de prendre l'air un peu, et après, donc, on a l'Assemblée Générale de l'association. Et auparavant, Jacques voudrait... Juste une petite annonce, parce que vous êtes fatigués. On profite de ce beau collège de scientifiques et de gens passionnés pour vous informer qu'au château de Puy-Serguier, nous recrutons chaque année 3 services civiques. Alors, je sais bien, on n'est pas au niveau d'une thèse peut-être, mais vous avez vu la richesse de notre patrimoine, les recherches qui ont été entreprises grâce à tous les scientifiques, dont
la porte est ouverte. Merci à tous les enseignants, à tous ceux qui pourront répercuter cette annonce sur déjà intéressés. Service civique, c'est 6 à 8 mois. Nous en avions 2 cette année, on n'a pas pu vous les présenter. Une des filles passe le permis aujourd'hui et le garçon était occupé, il avait un rendez-vous. Donc, merci de penser à nous pour des services civiques. Et merci d'être venu à Pucerguier.